Merci de votre fidélité à Africa Today Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les principaux leaders de l'opposition républicaine étaient de nouveau face à la presse ce mercredi. Cette fois-ci, contrairement au dernier rendez-vous avec la presse, leur communication était axée sur la gouvernance économique de la Guinée. Selon ces responsables politiques, la récession économique dans laquelle le pays est plongé s'explique par la mauvaise gestion et la gabegie orchestrée par les autorités actuelles. Saloum Kondé. C'est dans un esprit économique que le porte-parole de l'opposition républicaine a d'abord qualifié le président Alpha Condé d'un dirigeant incapable qui se comporte toujours en opposant d'hier. Selon Aboubakar Silla, le pays vit au rythme de la gabegie et des malversations. Pour lui, le gouvernement octroie des contrats de gré à gré à des entreprises même incompétentes. Nous avons répertorié un certain nombre de marchés, qui est juste un échantillon d'une douzaine de marchés publics que nous allons vous communiquer, qui sont vraiment scandaleux. Et nous avons le sentiment qu'on se moque des Guinéens, on ignore leurs souffrances, et on prend l'argent public, on donne à qui on veut. Ce sont des pratiques qui peuvent avoir cours même dans un royaume. On est quand même dans une république, cet argent public appartient équitablement à tous les Guinéens, et personne, fût-il le président de la République, n'a le droit de faire des cadeaux aux amis, aux proches, simplement parce qu'il se trouve à un poste de responsabilité qui lui permet de le faire. L'octroi de ces marchés dans un cadre de gré à gré, aucune consultation n'a été faite qui aurait pu permettre de choisir toujours la meilleure offre et faire ainsi des économies à l'État. Pour prouver les défaillances économiques enregistrées dans le pays sous le magistère du président Alpha Condé, le chef de file de l'opposition républicaine revient ici sur quelques exemples de malversation. Pour justifier un peu l'octroi d'un marché de gré à gré, on dit ah non, c'est lui qui paye, c'est lui qui préfinance. Donc beaucoup de marchés, comme l'État n'a pas d'argent, lui il va financer, après on va lui rembourser. Tous ces contrats de gré à gré, enfin la plupart d'entre eux, il est prévu que l'État remboursera en 5 ans avec 1 an de différé. Mais une fois, parce qu'ils n'ont pas une capacité financière suffisante pour préfinancer tous ces travaux, c'est des marchés importants. Si vous prenez la route Kissidou-Kankan, c'est 305 millions d'euros. Maintenant, il y a la tranche optionnelle qui commence tout de suite 2015, c'était 65 millions d'euros. Alors, ils sont allés vers les banques. Les banques disent non, on ne peut pas financer un contrat comme ça de l'État si on n'a pas de garantie. La récession économique dans laquelle s'est plongée la Guinée ces dernières années est souvent rabattue sur Ebola. Mais pour l'opposition, cette situation est due seulement à la mauvaise gouvernance du régime actuel. Tenue ce mercredi d'une rencontre d'échange et de partage entre les cadres de l'association professionnelle des banques et les ministres des Finances, du Budget et du vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Initiée par le département des Finances, cette première prise de contact a permis à ces cadres de partager des expériences sur la situation économique et celle du système bancaire en Guinée. Le point avec Alcénie Diallo. La gestion macroéconomique, les difficultés de liquidité et les propositions de solutions pour les banques sont entre autres points débattus lors de ce tête-à-tête entre les responsables de l'association professionnelle des banques et les autorités en charge de l'économie nationale. Pour le vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, ces dernières années, les banques ont rencontré des difficultés liées notamment à l'endettement et le manque de liquidité. Et cette rencontre de ce mercredi a permis de lever de nombreuses interrogations sur l'état macroéconomique du pays. Cette réunion a permis au ministère de l'économie et des finances de savoir les quelques problèmes du système bancaire et aussi ça a permis au système bancaire, surtout les banques, de comprendre la situation macroéconomique de la Guinée, les avancées qu'on a aujourd'hui, la situation où nous sommes avec le programme, avec le Fonds monétaire, les autres bailleurs, et ça a permis aujourd'hui aux banques d'être bien informées de ce qui se passe au niveau de l'État. Et les banques ont été rassurées des efforts que l'État a commencé à faire pour résoudre les différents problèmes qu'on a sur la dette intérieure. Cette réunion est la première étape d'une longue série d'entretiens prévus dans ce sens. Selon le président de l'association professionnelle des banques en Guinée, la rencontre a été fructueuse pour les deux parties. Les échanges, oui, on a l'habitude de faire avec la Banque centrale, un peu moins avec le ministère de l'économie et des finances ainsi que le ministère du budget. C'est donc en ce moment que nous venons de nous engager, de nous concerter régulièrement sur les sujets
relatifs à l'activité du système bancaire et ses relations avec et la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances. Initié par le ministère des Finances, en collaboration avec celui du budget et la Banque centrale, cet espace d'échange avec les banquiers qui font partie du système financier du pays est à encourager. C'est l'initiation de rencontres que nous souhaitons périodiques avec les banques afin de pouvoir également trouver des solutions à certaines problématiques que nous rencontrons. Nombreuses sont des entreprises qui doivent aux banques privées en Guinée. Et au cours de cette rencontre, ces partenaires financiers de l'État ont été rassurés quant à leur remboursement. C'est sur une note de satisfaction que l'atelier de restitution du volet non contributif sur la politique de protection sociale a pris fin ce mardi à Conakry. Les partenaires de ce projet réaffirment déjà leur ferme détermination à accompagner ce processus de prise en charge des couches vulnérables du pays. Compte rendu Bamamadou Alpha. Ces 2 jours de travaux ont permis aux participants d'examiner les facteurs de blocage à la mise en place de la politique de protection sociale. Ce séminaire a permis aussi l'élaboration de la stratégie des filets sociaux et des recommandations ont été formulées. La proposition d'un groupe respectif de réflexion pour l'harmonisation des 2 volets, la prise en compte des questions de réchauffement climatique, des risques de catastrophes et catastrophes, de l'économie informelle et des questions de gouvernance. Plaidoyer pour l'implication de tous les départements ministériels concernés, formation d'un comité de communication sur les documents de politique nationale de protection sociale. La finalisation de ce document bidimensionnel favorisera certes l'harmonisation des efforts pour l'atteinte d'un socle de protection sociale et surtout une amélioration du niveau et de la qualité des prestations. Les partenaires techniques et financiers réaffirment leur volonté d'accompagner le gouvernement guinéen à travers ce projet qui d'ailleurs sera finalisé dans quelques mois. Avec la feuille de route que nous avons pu actualiser aujourd'hui, nous espérons vivement que d'ici septembre, ainsi qu'il a été promis au gouvernement, nous pourrons finaliser ensemble ce document. Nous sommes toujours à vos côtés, nous vous encourageons et nous continuons à suivre le processus jusqu'à la mobilisation des ressources qui sera un nouveau processus d'engagement pour vous permettre d'avoir un document opérationnel. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'est réjouie des travaux effectués. Sanaba Kaba a profité de l'occasion pour remercier les bailleurs de fonds. À écouter le rapport, j'ai la ferme conviction que les 2 jours ont été passés avec beaucoup de sérieux. C'est un travail pour la Guinée, c'est un travail pour les Guinéens. Et c'est accompagné par les partenaires qui ont facilité l'élaboration de cette politique. Qu'ils trouvent ici la satisfaction du gouvernement guinéen à travers le président de la République, le professeur Alpha Condé. Ce volet non contributif prend en compte tous les aspects essentiels liés à la pauvreté et à la vulnérabilité. Les membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale poursuivent leur mission d'évaluation de la dégradation de l'environnement sur le littoral. Ces élus du peuple après Koba, dans la préfecture de Bofa, se sont rendus à Boké. Plusieurs endroits menacés par l'action de l'homme ont été visés par la délégation parlementaire, même si elle a été empêchée d'accéder aux installations de la société minière de Boké SMB. C'est un grand format de Alpha Omar Diallo. Comme inscrit dans le programme de cette mission de travail, les députés membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale se sont rendus lundi sur les installations de la SMB à Katougouma, un district de la sous-préfecture de Tanene. À l'image de tous les endroits visités, la délégation s'attendait à un accueil dû à son rang. Mais ici, les choses sont différentes. À l'arrivée, aucun responsable pour accueillir les missionnaires. Pire, personne n'accède à la cour sans que consigne ne soit donnée aux agents postés à l'entrée. Les députés alors décident de patienter. Au bout d'une dizaine de minutes, ils ont un interlocuteur. On vous souhaite la bienvenue, monsieur les honorables. Merci beaucoup. Délégué. Vous informé de la venue de cette délégation chez vous. Malheureusement, honorable député, c'est la première fois. C'est maintenant que moi je viens d'apprendre le programme de votre venue ici.
Ah bon? L'ordre n'a pas été donné de laisser la délégation entrer, mais cet agent décide de faire une médiation pour qu'elle soit reçue. Le chef de la mission s'indigne. Nous retarder à la porte comme ça, comme si on était des malfrats, je pense que ça c'est quelque chose qui mérite d'être signalé quand même. Et si toutes les sociétés qui doivent venir intervenir en Guinée, qu'elles soient minières ou qu'elles soient de n'importe quel profil, des sociétés comme ça, moi personnellement je n'en veux pas. Des sociétés qui n'ont aucun respect pour les autorités de l'État, c'est des sociétés qui n'ont pas leur place en Guinée. Pour le moment, c'est le premier sentiment que j'ai. On verra très bien comment est-ce que la situation va évoluer. Ici, les consignes sont fermes, pas de réception de qui que ce soit, sans autorisation préalable. Les Chinois, là, depuis le passage de l'exécutif ici, les instructions ont été données. Quiconque doit visiter le site, il faudra avoir une autorisation de la part de la dictature des chefs. Les autorités chinoises, ce n'est pas de leur faute, parce que c'est les instructions qu'ils ont reçues des autorités nationales. De l'exécutif. C'est qui? Le président de la République? Pour vous, l'exécutif? Les membres du gouvernement, honorables députés. Qui était basé ici, basé ici. Vous savez, au cours, excusez-moi, je ne suis pas venu, je n'ai pas l'autorisation de la corporation pour se prêter aux journalistes, puisque vous allez essayer de prendre ma voix et que je... Bon, je vous cache absolument rien, honorable. J'étais là. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Nous, on parle au nom de la population. Comment? Honorable, acceptez. Ça, c'est le minimum. Acceptez quoi? Le poulet, c'est quoi? Non, dis donc. Mais on ne peut pas accepter ça. Comment? Tu peux nous dire que si le ministre vient ici, on va lui dire qu'il n'a pas... Les responsables de cette société ont-ils été informés de l'arrivée de ces représentants du peuple? Pour les missionnaires, la réponse est bien oui. Si on n'avait pas pris les précautions de faire nos courriers, envoyer, dire voilà tout à tout. Le préfet nous a dit le matin, non, j'ai pris tous les gens informés. Où bien? Dans ce tohuboui, le responsable de la sécurité réapparaît. Il a réussi à convaincre les autres et la délégation est reçue. Les débats se poursuivent dans une salle et les députés veulent des explications. Le directeur des relations communautaires prend la parole. Tout a été clair, on peut recevoir aucune autorité ici sans un ordre de mission. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui ces ministres d'État qui sont venus? Monsieur le ministre Kassori. Non, vous êtes au courant? Non, moi je suis au courant de rien. Monsieur Kassori qui était venu, j'avais le ministre de l'île, il y avait le ministre de la Chine. Tu vois? Voilà, du territoire, je pense que là... C'est pas les noms qui m'intéressent, hein, c'est mes portefeuilles au nom de mission du territoire, mine, comment dirais-je, investissement public-privé. Donc, présentement, quand nous recevons les autorités pour nous aider dans notre quotidien, il faut passer par monsieur le gouverneur, à qui le ministre a délégué son pouvoir pour faire ses ordres de mission. Comme tout élément dans la représentation, pour que le préfet vienne ici, il faut qu'il ait un ordre de mission. Donc nous avons cette particularité-là ici. La réponse provoque l'indignation de certains députés. Aucun établissement public guinéen, on ne peut pas nous empêcher de rentrer. Honorable député, si c'est un établissement public, aucun établissement public ne peut barrer la route à un député de l'Assemblée nationale. Ça, c'est impardonnable. Comment? Si nous, on nous traite comme ça, comment on traite les travailleurs là? L'attitude énerve donc l'interprète chinois qui décide lui aussi de bouder la salle. Non, je vais vous laisser. Quelqu'un qui parle même au public, ça va bien. Non, je suis en non, non, tu es mandaté. Marius. Non, Marius. Non, Les deux parties reviennent à de meilleurs sentiments et la séance de travail se déroule paisiblement.
Santé, dans ce journal, les maladies rénales en général touchent près de 500 millions de personnes dans le monde. En Guinée, ces maladies ont pris une ampleur totale ces dernières années. Le dépistage et le diagnostic précoce des maladies rénales permettraient d'éviter les décès prématurés et de ralentir l'évolution de la maladie nécessitant une dialyse. Salimatou Baldi. Les reins jouent un rôle très important dans la vie de l'homme. Situés sous la cage thoracique, les reins fabriquent des hormones, contrôlent la pression sanguine, participent à la santé des os et stimulent la production des globules rouges dans la moelle osseuse. Mais quand les reins subissent une infection quelconque, ces fonctions sont interrompues et dans ce cas, on parle d'insuffisance rénale, donc le malade doit subir une dialyse. Alors, c'est quoi la dialyse? La dialyse, c'est une technique de traitement qu'on appelle couramment le rein artificiel. Le principe, c'est de remplacer de façon artificielle les reins, quelques fonctions des reins chez un individu qui a une maladie qu'on appelle une insuffisance rénale, qui peut être aiguë ou chronique. Donc c'est basé sur la séparation, c'est-à-dire débarrasser le sang de ce patient des déchets que le rein ne peut plus éliminer. Évoluant à bas bruit, l'insuffisance rénale est plus souvent détectée en phase terminale dans les pays en voie de développement. Professeur Kaba revient sur les causes de cette maladie. Comme par exemple les angines, les infections des oreilles, les sinusites qui traînent, le microbe qui donne ces infections ORL et dentaires et cutanées était responsable de l'atteinte des reins. C'était on appelle ça les glomérulonéphrite post-infectieux, c'était la première cause. Mais on voit de 2006 à nos jours, c'est l'hypertension qui a pris la première place. Âgé de 20 ans, Jean-Baptiste vient 2 fois par semaine pour ses séances de dialyse depuis qu'il a été déclaré atteint d'une insuffisance rénale. Le jeune élève nous confie ses projets. Oui, alors là, je me sens mieux, je me sens beaucoup mieux. Je ne vais pas rester comme ça sans étudier. Je vais commencer mes études. Par ailleurs, professeur Kaba, néphrologue de son état, estime que prévenir vaut mieux que guérir. Il y a la prévention primaire, quand on est en bonne santé, éviter d'être malade. Quand on est malade, éviter les complications. Et même il y a tertiaire. On est malade, on a des complications, mais on évite aussi de mourir. Créé en 2002, le Centre national d'hémodialyse de Donka est équipé de 10 machines d'épuration sanguine pour toutes les personnes atteintes par cette maladie. C'est pourquoi professeur Kaba recommande la décentralisation de ce service pour l'intérieur du pays en vue de rendre les soins accessibles à tous. En cette saison des pluies, nombreuses sont les maladies diarrhéiques qui font surface, notamment le choléra. Pour éviter les cas de maladie, les professionnels de santé suggèrent l'application stricte des mesures préventives. Limariam Bailo a rencontré un spécialiste de maladies infectieuses. Suivez son reportage. Pendant cette saison hivernale, nombreuses sont des rues qui sont envahies par des eaux de ruissellement mélangées à celles usées, drainant ainsi des tas d'immondices devant les commerçants qui exposent leurs marchandises. Un facteur qui favorise naturellement la transmission rapide des maladies diarrhéiques, notamment le choléra. Et durant cette période, il y a lieu pour les professionnels de la santé d'annoncer des mesures préventives. La prévention du choléra, c'est l'hygiène. Une hygiène qui peut se repartir à 3 niveaux. Une hygiène de l'individu, une hygiène de soi, une hygiène de l'environnement et une hygiène de la communauté. Voilà. Donc si chaque personne fait attention à ce qu'il mange, surtout en cette période hivernale qui s'annonce, éviter de payer des aliments non couverts dans la rue, éviter de ramener des aliments du marché, ne pas les laver avant de les consommer, se désinfecter les mains aussi bien que désinfecter les aliments avant de les manger. Je pense qu'au niveau individuel, ça limiterait la propagation de l'épidémie de choléra. Le choléra est une maladie extrêmement dangereuse. L'on constate d'ailleurs que l'Afrique est le continent le plus touché, vu la forte concentration des populations associées à une hygiène très défectueuse. La Guinée est confrontée à 3 épidémies, dont la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des épidémies qui imposent le respect strict des mesures d'hygiène et selon Dr Traoré, si les citoyens continuent à observer les mêmes règles, il n'y aura pas à s'inquiéter du choléra. Eh bien, c'est vrai en quelque chose, malheur est bon. Cette année, la Guinée a connu une épidémie d'Ebola
qui a fait malheureusement des victimes, et c'était la première fois que nous ayons Ebola en Guinée. Mais cette épidémie d'Ebola, il y a une mesure préventive qui est aussi valable pour le choléra. La plupart des populations, chacun a utilisé du sur-eau, de l'eau de javel, du chlore. Les gens se sont désinfectés les mains. Donc ces mesures, si elles ne sont pas arrêtées, ça permettrait de réduire ou bien de circonscrire totalement l'épidémie de choléra en Guinée. Mais si les gens arrêtent les mesures préventives, les gens disent, on nous dit qu'il n'y a plus d'Ebola, le nombre de cas a réduit, il n'y a plus de risque, donc on arrête de se laver les mains. On arrête d'utiliser de l'eau de javel. Bien entendu, les autres maladies seront là. Et la première maladie des mains sales en Guinée, c'est le choléra. Donc chacun dans son endroit doit continuer à pratiquer les mesures préventives afin que cette année, nous ne parlions pas de choléra. Mais si nous ne continuons pas à faire attention aux mesures préventives, qu'elles soient individuelles, collectives, le choléra il sera là. En tout cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pour habitude de distribuer des kits nécessaires dans les endroits qui sont souvent frappés par le choléra pendant l'hivernage. Volet culture de ce journal, que reste-t-il des orchestres nationaux, ancienne gloire du pays? Pour le savoir, nous avons tendu le micro à l'un des anciens, presque le seul d'ailleurs, du groupe Birou Band de Kindia, Abdoulaye Kamara. Malgré sa vieillesse et le manque de soutien, arrive tant bien que mal à transmettre son talent aux jeunes générations. Aïssata Foufana. Assis dans son coin, avec un regard attentif, Abdoulaye Kamara, presque seul doyen du Birou Band, observe la prestation des membres de son groupe. Aujourd'hui, cet orchestre qui faisait la fierté autrefois à Kindia est de nos jours réduit à de simples spectacles sur scène à la demande de quelques mélomanes encore nostalgiques des années de gloire du Birou Band. Je suis très ravi d'écouter l'orchestre de Kindia aujourd'hui parce que ça fait un bon moment que, c'est-à-dire Kindia n'a pas un groupe comme ça. Fondé en 1946 par feu Maître Gadirou Kamara, cet orchestre a fait du chemin avec de multiples concerts et compétitions, tant au niveau national que sous-régional. Mais avec le temps, le Birou Band s'est rajeuni et n'a plus les mêmes ambitions avec la jeune génération. Autrefois, l'orchestre marchait très bien parce que là, on ne travaillait pas pour l'argent, on travaillait pour le pays. On pouvait faire du spectacle de 20h à 4h du matin, mais avec les jeunes d'aujourd'hui, ils ne suivent que leur intérêt. Vous ne les voyez que lorsqu'il y a des cérémonies. Même si les autorités actuelles du pays essayent aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie et de travail des artistes guinéens, Abdoulaye Kamara ne cache pas son amertume. Les enfants qui chantent aujourd'hui et qui voyagent un peu partout dans le monde, c'est auprès de ceux-ci que nous nous commandons. Et pourtant, ils ont oublié ce que nous avons fait pour le pays. C'est paradoxal. Tout comme le Birou Band qui essaie tant bien que mal de s'adapter avec les moyens de bord, les orchestres nationaux, pour la plupart, sont relégués au second plan au profit de la zik urbaine ou autre musique du terroir. Une réalité face à laquelle certains groupes ont disparu, tels que Bala et ses baladins. L'information avait été révélée par les journalistes du Monde. Elle a été confirmée ce mercredi par le porte-parole du gouvernement. Des forces spéciales françaises sont bien présentes en Libye. 3 militaires ont été tués au cours d'une mission commandée. Regardez.
C'est le ministère français de la Défense qui l'annonce. 3 militaires français ont péri durant une opération en Libye. Le communiqué ne précise ni la date ni les circonstances de leur mort. Jean-Yves Le Drian a salué le courage et le dévouement de ces militaires engagés au service de la France qui accomplissent tous les jours des missions dangereuses contre le terrorisme. François Hollande a lui aussi tenu à rendre hommage aux militaires décédés. La Libye, c'est à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes européennes. Et en ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement. 3 de nos soldats, qui étaient jusque-maintenant dans ces opérations, viennent de perdre la vie dans le cadre d'un accident d'hélicoptère. Je leur rends hommage aujourd'hui devant vous. Les 3 soldats auraient été tués dimanche près de Benghazi. La milice islamiste Brigade de Benghazi a annoncé avoir abattu l'hélicoptère en question, dans lequel se trouvaient également un Jordanien et un Libyen. L'appareil appartiendrait aux forces du général Khalifa Haftar. Ce dernier dirige une coalition anti-islamiste et anti-gouvernement d'union nationale, le seul pourtant reconnu par la communauté internationale. Les hommages du gouvernement font donc également office d'aveu. C'est la première fois que l'exécutif confirme la présence militaire française dans le pays. L'incident confirmerait alors l'existence d'une coopération militaire occidentale avec les forces de Khalifa Haftar. Auparavant, la France avait seulement admis que ses avions militaires survolaient la Libye pour recueillir des renseignements. En France, un débat long et animé ce mercredi qui a rassemblé les députés de l'Assemblée au Palais Bourbon. Malgré le débat mouvementé et très remuant, ils ont voté massivement pour la prolongation de l'état d'urgence. Suivez. Il est 4h53 du matin. À cette heure très inhabituelle, l'hémicycle de l'Assemblée nationale est bien rempli. Après un débat marathon d'environ 7h30 dans une atmosphère tendue, les députés adoptent finalement le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence post-attentat. Une prolongation de 6 mois. Un vote massif du texte, 489 voix contre 26 oppositions, parmi lesquelles les députés Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Seuls 4 parlementaires se sont abstenus. Dès l'ouverture des débats, le Premier ministre a appelé à l'unité nationale face à la menace terroriste. Manuel Valls se dit lucide, il pense qu'il y aura d'autres attentats, d'autres victimes. Un fatalisme inacceptable selon l'opposition. De profonds désaccords restent présents. Les tensions se sont cristallisées dans un échange violent entre le Premier ministre Manuel Valls et Laurent Wauquiez. La vraie différence entre vous et nous, c'est que vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous, nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. La notion même de suspect, M. Wauquiez, a entraîné ce pays à des moments donnés, dans son histoire, au cours de ces 2 derniers siècles, dans le pire. Et s'il y a, M. Wauquiez, quelque chose qui nous sépare de manière totale, irrémédiable, pas la gauche et la droite, mais vous, et pas les autres, parce que je sais qu'il y a les Républicains, c'est ça, c'est cette différence fondamentale de la démocratie et de la République, et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Le projet de loi doit passer ce mercredi en commission puis en séance au Sénat. Le texte prévoit de rétablir les perquisitions administratives, de permettre de saisir et d'exploiter les données des ordinateurs et téléphones. C'est la première fois depuis novembre 2015 que l'état d'urgence s'étale sur une si longue période, sans interruption. C'est un record. Durant la guerre d'Algérie, l'état d'urgence avait duré près de 8 mois. Un autre débat s'ouvre aujourd'hui. Le régime d'exception est-il réellement efficace? Selon les détracteurs de l'état d'urgence, le dispositif n'a pas empêché l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes. Ils auraient été en contact avec Mohamed Laouedj Boulel avant la tuerie. Les auditions se succèdent dans les bureaux de la police judiciaire à Levallois-Perret. Les enquêteurs auraient retrouvé des messages explicites dans les téléphones des suspects. Reportage. 5 personnes se trouvent toujours en garde à vue ce mercredi. Elles sont entendues dans les locaux de la section antiterroriste située à Levallois-Perret. Parmi elles figure un homme de 40 ans, présenté comme une vieille connaissance du terroriste. Sa garde à vue a été prolongée de 4 jours. 2 raisons peuvent expliquer cette extension. Une menace d'attentat imminente ou des besoins en termes de coopération internationale. Les enquêteurs s'intéressent également de près à un deuxième gardé à vue, un homme de 22 ans interpellé samedi qui a reçu un SMS du terroriste quelques minutes avant son passage à l'acte. Dans ce message, Mohamed Laouedj Boulel fait allusion au pistolet qu'il a utilisé le jour de l'attentat pour tirer sur les policiers.
Un Albanais de 38 ans est également entendu par les enquêteurs du service antiterroriste depuis dimanche. Il a été désigné par le destinataire du SMS comme le fournisseur de l'arme. Dans son message, Mohamed Lawesh Boulel évoque la livraison de 5 autres armes pour un individu et ses amis. Un homme de 37 ans, suspecté d'être l'individu en question, a été interpellé dimanche. Un seul des 6 interpellés a été relâché mardi soir. Les différentes auditions permettent de brosser un profil plus précis du terroriste. Mohamed Lawesh Boulel était un homme violent, sadique, éloigné de la religion et il avait une vie sexuelle débridée. Il aurait eu de nombreuses conquêtes féminines et masculines, parmi lesquelles un amant âgé de 73 ans qui a lui aussi été entendu par les enquêteurs mais en qualité de témoin. Le tueur se serait radicalisé en quelques semaines, voire en quelques jours. Dernier point de ce journal, en Allemagne, l'attaque de Daesh connaît des répercussions politiques immédiates. Le mouvement anti-immigré Pegida annonce le lancement de son parti politique. Regardez. La petite ville de Würzburg est sous le choc. Aucun de ses 130 000 habitants n'aurait pu imaginer qu'un attentat terroriste soit commis ici, dans le nord de la Bavière, en Allemagne. Quand on peut voyager dans le même train tous les jours, qu'on est dans le même quartier. Quand on entend que ça se passe à Hambourg ou à Berlin, on se dit toujours que ça pourrait nous arriver. Mais quand on est là, à Würzburg, c'est vraiment une autre impression. C'est vraiment une impression étrange que cela se soit passé à Würzburg. Ça s'est toujours passé ailleurs, c'est très bizarre de se dire que ça s'est passé ici. L'attentat de mardi ravive le débat déjà sensible sur les réfugiés. L'auteur de l'attaque était un Afghan âgé de 17 ans. Il était arrivé en Allemagne il y a 2 ans et avait déjà déposé une demande d'asile. Outre-Rhin, les mouvements anti-immigrés prennent du poids. L'association Pegida a annoncé sa mutation en parti politique. Son nouveau nom, Parti populaire pour la liberté et la démocratie directe, avec FDDV pour acronyme et déjà des candidats annoncés pour les prochaines élections législatives. Pegida a été lancé à l'automne 2014 par des manifestations anti-immigrés hebdomadaires dans leur fief de Dresde, rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Il ne fera pas pour autant concurrence au parti populiste AfD. Luz Bachmann, le chef du mouvement, a affirmé qu'il soutiendrait le parti d'extrême droite lors des prochaines élections législatives. Il a également assuré que les candidats du FDDV ne se présenteront que dans un nombre limité de circonscriptions. L'association à l'origine de Pegida est menacée d'interdiction par les pouvoirs publics, de plus en plus inquiets de ses dérives extrémistes. Elle fait l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires pour incitation à la haine. Fini ce 20h. Merci à tous pour l'attention. Les programmes continuent sur TATV.